Alors, bonjour à tous et à toutes. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important à l'émission Plein Phare. Comme d'habitude, Plein Phare, c'est l'émission qui nous permet de faire face à l'actualité, de vous apporter bien sûr des interventions de quelques spécialistes et de parler surtout des sujets actuels qui minent la société et surtout qui touchent les communautés au Canada et dans le monde. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons parler d'un sujet très sensible. Il s'agit de comment gérer les crises et le stress après une séparation. On a dû constater que depuis un certain moment, il y a eu une certaine augmentation de tragédies dans les communautés ici en Occident et on se demande bien pourquoi. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui sur ce tableau avec des spécialistes dans le domaine. Nous avons une journaliste, nous avons un intervenant social, nous avons un psychanalyste et on a aussi bien sûr une avocate qui va sûrement nous dire le côté juridique de la chose. Alors, pour commencer, j'aimerais saluer Madame Mive Lagrande-Roya. Bonjour Mive. Bonjour Florent, merci de m'avoir invité. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui vont bénéficier de cette émission. Merci à nos panélistes. Merci beaucoup d'être parmi nous. On sait combien vous apportez à travers votre plateforme et aussi à travers votre titre de journaliste dans les communautés. On va en profiter tout à l'heure. J'aimerais aussi saluer Maître Benga. Bonjour, Suzy. Oui, bonjour Florent, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Merci. Je vais donc passer à Monsieur Thierry Kinigan qui est l'un des intervenants sociaux ici à Québec, très connu et de par ses actes. Bonjour Thierry. Bonjour Florent, bonjour aux invités panélistes et puis bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, je vais maintenant recevoir le psychiatre, M. Magloire. Bonjour Magloire. Merci, je suis heureux d'être là pour partager autour de ce sujet épineux et qui pose problème dans nos communautés. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, dorénavant, je vais recevoir mon cher co-animateur, Monsieur Plante. Bonjour Guillaume. Bonjour Florent, c'est un plaisir comme toujours de pouvoir être parmi vous, de revenir à l'émission et je sens que ça va être une belle émission d'ailleurs, donc moi je suis vraiment là très excité là, de voir comment ça va se dérouler parce que c'est un sujet qui est très important. Absolument, absolument. Avec les spécialistes qu'on a aujourd'hui et nos téléspectateurs, je pense que ça va vraiment être une belle émission. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez intervenir en ligne et bien sûr, nous allons nous assurer que nos spécialistes puissent répondre à vos questions. Alors, après notre jingle, nous allons pouvoir commencer l'émission. Voilà, de retour sur ce plateau pour parler du stress post-séparation. On le sait que le stress et les conséquences que causent ces stress sont pas faciles à gérer et il est donc important, très important, de trouver rapidement la solution pour ne pas tomber dans le pire. Et face à toutes les tragédies qui se sont passées dernièrement, comme je le disais, après le cas de Gatineau, d'Ottawa, des États-Unis, on y reviendra. Je pense qu'il est temps vraiment de trouver une façon d'enrayer cette épidémie d'actes meurtriers dans les communautés et trouver éventuellement les comportements à adopter. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons en parler. Je te laisse la parole, Guillaume, pour commencer bien sûr avec nos panélistes. Oui, alors bonjour tout le monde. Bon, on va commencer un peu comme toujours, essayer de mettre la table, donc essayer de décrire un petit peu là, de quoi on parle aujourd'hui, mettre un petit peu plus de contexte, de chair autour de l'os derrière les mots qu'on utilise lorsqu'on parle de ces choses-là. Donc, je fais un petit peu là, la tournée des panélistes. À ce moment-là, je poserai la question d'emblée à tout le monde pour pouvoir vraiment bien comprendre votre position à vous et ensuite de ça, on va pouvoir avancer en se comprenant mieux ou en sachant sur quelle définition on n'est peut-être pas d'accord ou sur lequel on aurait des précisions différentes. Donc,
on parle justement de comment gérer ces crises, en fait, les crises et le stress après une séparation lorsqu'il y en a. Et donc, je commencerai avec Madame Magloire, avec Monsieur Magloire à ce moment-là. Je voulais savoir comment, en fait, à quoi réfère-t-on lorsqu'on parle des crises et du stress vécu après une séparation? Comment vous le définissez d'une approche justement un petit peu plus psychiatrique à ce moment-là? Monsieur Magloire, laissez votre micro ouvert, on ne vous entend pas. Oh. Voilà, merci. Je pense que là, ça devrait marcher. Absolument, ça marche. En fait, au cours de la vie, on fait face à plusieurs événements. C'est chacun des événements qu'on rencontre dans la vie arrive avec un certain niveau de stress. Ce niveau de stress est plus ou moins élevé et que cet événement soit positif ou non. Donc, en tant qu'événement de vie, la séparation, le divorce a son niveau de stress. Comme le mariage, tout en étant un événement bénéfique, a aussi son niveau de stress. Et au Canada, dans les années 70, il y a 2 chercheurs, Holmes et Raye, qui ont essayé d'évaluer les événements de vie et grader leur niveau de stress. Alors, ils étaient arrivés à la conclusion que le décès du conjoint était l'événement le plus stressant que l'on puisse vivre. Et juste après le décès du conjoint, il y avait, tenez-vous bien, le divorce. Donc, déjà en soi, le divorce est porteur d'un niveau de stress très élevé. Et en tant qu'élément stressant, en tant qu'événement de vie stressant, il ne peut avoir que des impacts sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, chez les sujets qui sont impliqués dans ce processus de divorce, que ce soit le couple ou alors les enfants qui, quand il y en a, qui sont aussi partie prenante. D'autant plus que ces enfants vont, dans certaines conditions, devenir des otages d'un problème qui, au départ, ne les concerne pas tellement ou ne les concerne qu'indirectement. Mais à la fin, ça va être, ils peuvent devenir l'objet de chantage ou bien l'objet de discussions âpres, ou alors ce sera même cet élément en plus qui va exacerber la situation même du divorce qui, en tant que tel, est très difficile à vivre. Donc, à ce niveau, c'est que je peux dire, oui, le divorce est reconnu comme événement de vie générateur d'un stress important, et sur l'échelle de Holmes et Raye, il vient en 2e position après le décès du conjoint. D'accord, je vous remercie beaucoup parce que c'est une définition qui effectivement nous permet de voir que c'est quelque chose qui est catalogué et reconnu justement, et donc à ce moment-là, j'imagine qu'on va avoir des pistes de solutions en termes de reconnaissance de cette situation-là ou de traitement ou d'accompagnement. On va pouvoir y revenir plus tard dans l'émission. À ce moment-là, Madame Suzy Bergat, je voulais savoir de votre côté, lorsqu'on qu'on essaie de définir les crises et le stress qui va arriver ou survenir après une séparation, peu importe sa nature, comment vous le décrivez? Est-ce que vous expliquez, comment vous nommez en fait c'est quoi les crises et le stress qu'on vit dans un angle un petit peu plus en lien bien sûr avec votre profession, donc en termes de droit, comment est-ce que c'est défini? Et selon vous, bien sûr. OK. Alors, au niveau du droit, il n'y a pas de définition stricte de l'angle de vue du droit de ce qui est une crise après la séparation. Donc, je dirais que personnellement, je vois ces crises-là comme des situations où on est dans une détresse psychologique, une détresse émotionnelle où on est en train de mettre fin à quelque chose. Alors, on peut faire face à un cocktail de sentiments, un cocktail d'émotions qui peuvent aller du pire. Je ne sais pas s'il y a un autre degré au-delà du pire. Donc, notamment les événements qu'on déplore récemment dans l'actualité. Donc, je dirais que
la détresse psychologique qu'on peut vivre suite à la séparation, c'est cette, comment dire ça, on est dans une situation où on n'arrive plus à réfléchir, parce que là, on n'a pas besoin d'être un spécialiste ou c'est des sentiments que n'importe qui peut vivre. Donc, on est face à une situation où le rationnel n'a plus vraiment sa place, où on est guidé, on est commandé par nos émotions, notamment des sentiments de haine, des sentiments de vengeance, des désirs profonds de faire du mal à un autre. Et c'est ce stress-là, ce cocktail-là qui malheureusement peut aboutir à ces événements qu'on déplore dans l'actualité, notamment des infanticides, des féminicides, des homicides et j'en passe. Je vous remercie encore une fois infiniment pour cette définition, aussi cette précision sur le fait qu'il n'y a pas de vraie manière, là, en tout cas légalement reconnue, de le nommer, si ce n'est qu'après ça, j'imagine, on y va vraiment plus à la spécificité des cas et de la situation, et ensuite on réfléchit. Donc, je relance évidemment la même question, donc pour M. Thierry Kniga à ce niveau-ci. Du côté d'un travailleur social, justement, comment, pour vous, en tout cas, de quoi ça a l'air, de votre angle de vue, là, de votre position, ça a l'air de quoi, justement, la gestion des crises et du stress après une séparation, parce que c'est quand même large, ça comporte beaucoup d'éléments. Donc, de votre côté, comment vous le voyez, le percevez au quotidien? Merci. Dans un premier temps, il faudrait prendre conscience que le stress, c'est une réaction, c'est une émotion tout à fait normale. Habituellement, on a tendance à la dramatiser, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi normal? Parce que ce stress-là vient simplement nous parler. Je donne un exemple. Je vais traverser la route. Je m'arrête. Je regarde à gauche, à droite. Je vérifie s'il y a une voiture qui arrive ou pas. S'il y en a une, je vais attendre et la laisser passer. Et s'il n'y en a pas, je vais traverser. Qu'est-ce qui me permet de m'arrêter au bord de la chaussée avant de traverser? C'est justement le stress qui vient me faire prendre conscience que c'est bon pour moi ou alors c'est dangereux pour moi. En ce moment-là, le stress il doit être alors considéré ici comme étant un mécanisme de protection. Et en fonction, ce qui va le rendre difficile ou dramatique et avoir des répercussions négatives par la suite, c'est justement au niveau de la gradation et de ce qu'on en fait. Il faut donc percevoir le stress ici comme étant rien d'autre qu'une alarme. Quand je suis en train de faire la cuisine, mon alarme incendie se déclenche. Qu'est-ce que je fais? Je prends des moyens pour soit arrêter mon poêle, soit alors aller éteindre l'alarme qui s'est déclenchée. Si j'écoute l'alarme, alors je vais prendre des actions. Si je ne l'écoute pas l'alarme, c'est sûr que les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques par la suite. Et dans la majorité des cas, on n'écoute pas notre alarme et ce qui survient après entraîne la plupart du temps des conséquences ou des répercussions qui ont un impact non pas sur une sphère spécifique de la personne, mais dans son fonctionnement quotidien, dans son fonctionnement général, y compris auprès de l'entourage dans la majorité des cas. Donc, si je dois résumer, simplement voir le stress ici, qu'il soit avant ou après, simplement le voir ici comme étant une alarme. Je vous remercie, Monsieur Kniga. C'est effectivement intéressant de voir que bon, c'est peut-être cette distinction-là entre les alarmes, les différentes alarmes que les gens ont, qui fait que justement on n'est pas toujours synchronisé et que justement certaines personnes peut-être réagissent pas suffisamment justement à ces signaux-là ou ne les écoutent pas assez, ne s'écoutent pas assez. Donc on va avoir l'occasion justement de reparler un petit peu plus précisément au courant de l'émission de comment peut-être mieux reconnaître ces signes-là et justement avancer avec un petit peu plus de guidance de la part des autres. Je continue toujours sur cette même question pour bien cadrer notre émission d'aujourd'hui en relançant Madame Yves Lacrone-Royal, qui est justement journaliste et artiste également. Je pose la question à ce moment-là, pour vous, lorsqu'on parle des crises et de stress post-séparation, à quoi est-ce qu'on réfère de votre point de vue? Évidemment, en suivant les réponses de mes confrères et consoeurs,
c'est simplement une situation de pression intérieure qu'on est appelé à gérer. Donc, après une séparation, il s'ensuit, bien entendu, et tout un tas de choses à gérer sur le plan émotionnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel. C'est cette manière-là de dealer avec cet ensemble de choses qui caractérise la séparation. Donc, c'est là où vient jouer notre capacité de gérer l'aspect émotif de notre personne, l'aspect affectif de notre personne et la raison dans tout ça aussi. Donc, c'est un jeu entre l'émotion et la raison. Quand on est, et c'est important, et c'est aussi, certainement, ça va venir les questions qui vont s'en suivre, mais c'est là où aussi joue le rôle important d'encadrement de la personne ou du couple qui traverse cette épreuve-là. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Cette crise-là est une épreuve qui nécessite de faire sortir en toi le côté émotif pour le joindre avec la raison. Donc, c'est un jeu délicat, très délicat, une étape très délicate de la vie de ceux qui vivent cette situation-là. Super, je vous remercie beaucoup, Mme Evie. Effectivement, c'est intéressant de voir, puis vous l'avez tous mentionné, qu'il y a une espèce d'équilibre qu'il doit y avoir entre émotion et raison et qu'il y a un déséquilibre qui va venir vraiment changer cette dynamique-là lorsqu'il y a séparation ou un choc, justement, de stress ou tout simplement une crise qui va se développer. Non, il y a plusieurs manières d'exprimer des crises. À ce moment-là, et vous l'avez gratté un petit peu, je voulais faire une petite tournée de peut-être une ou deux personnes pour savoir un petit peu plus au regard, bon, justement, on en parlait en début d'émission, au regard des événements qu'il y a eu plus récemment, particulièrement pendant la pandémie. On voit qu'il y a eu des tragédies dans les communautés, il y a eu une remontée des crises. Bon, le fait d'être isolé à la maison, bien sûr, peut contribuer à cela et d'être plus isolé socialement, mais ce n'est pas les seules causes. Je voulais savoir un petit peu plus si on peut dénoter des facteurs accélérateurs dans les couples issus des communautés. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs plus prédominants parmi d'autres qui plus spécifiquement touche particulièrement la communauté issue de la diversité, donc des indicateurs qui ne seraient pas nécessairement communs dans le reste de la population générale. Donc, ça peut être lié, là, comme justement je le vois dans les questions ici qui sont posées par Mme Rose Benny, que le stress est accru dans un milieu étranger, par exemple. Donc, on voit que le fait de changer d'entourage culturel, de changer de gens qu'on connaît peut avoir un impact. Donc, à ce moment-là, je voulais commencer un petit peu plus, encore une fois, d'un côté plus basé sur la santé publique. Je poserai la question à M. Magloire. Selon vous, est-ce qu'il y a des facteurs, des indicateurs qui touchent plus particulièrement les couples issus des communautés? Et est-ce qu'il y a justement des effets accélérateurs, un peu comme mettre de l'huile sur le feu, qui font exploser ces problématiques-là, selon vous? Alors, vous posez une question très précise et je vais faire attention à ce que je vais dire parce que pour répondre à une question comme ça, il faut se baser sur des données probantes. Là, au moment où nous parlons, je n'ai pas mené d'études sur les situations des communautés. Je n'ai pas travaillé spécialement sur les situations des communautés. Donc, je n'ai pas de réponse basée sur des données probantes par rapport à la question que vous posez. Mais par contre, on peut poser le décor et spéculer et émettre des hypothèses. Je ne pense pas, du point de vue de, si on devait considérer à la base, que la situation serait particulièrement différente dans les communautés migrantes ou non. Le divorce en soi, je l'ai dit dès le départ, en soi, peu importe où on se trouve, qu'on soit immigré ou pas, c'est un événement de vie qui est porteur de stress. Et j'aime bien cette échelle de Olmeserae parce qu'il classe le divorce comme deuxième événement de vie le plus stressant. Donc, il faut déjà avoir ça en tête, peu importe dans quelles conditions on se trouve. Cela dit, est-ce qu'il y a des situations particulières que l'on trouve chez les immigrés en rapport avec la santé mentale et donc en rapport avec la capacité plus ou moins bonne d'encaisser ou de réagir par rapport aux événements de vie? Il est connu en matière de psychiatrie que les personnes isolées
sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale que des personnes qui sont bien entourées. Il va de soi que pour des gens qui se déplacent, qui quittent un pays pour arriver vers un autre pays, les immigrés sont dans une relative situation d'isolement par rapport aux autres membres de la communauté. On arrive, on est nouveau dans un endroit, il faut bâtir un nouveau réseau de relations, ce qu'on n'a pas toujours, et ça prend du temps parce que aussi la différence fait que ce n'est pas évident de se construire. Le tissu social des personnes immigrées, il est fait de qui? Il est fait de quelques personnes que tu rencontres au travail, probablement. Il est fait de quelques personnes qui sont aussi issues de la communauté. Si dans la ville où on se trouve, il y a des personnes originaires plus ou moins du même pays que vous. Donc, en général, c'est pas un tissu très, très large. Donc, ces personnes-là sont relativement isolées, n'ont pas beaucoup d'amis, et donc cet isolement est un facteur défavorable. Deuxièmement, il y a le fait que, et je vais encore me référer à cette échelle, il faut savoir que les modifications des habitudes de vie sont aussi des facteurs de stress et qui sont répertoriés sur cette échelle. Et dans les modifications des facteurs de vie, il y a par exemple le changement des résidences. Or, l'immigration est aussi en soi un phénomène porteur de stress important. Donc, si vous prenez ces éléments-là, je ne sais pas si vous seriez capable d'afficher cela, peut-être en post-production. On peut afficher cette échelle-là, et on va se rendre compte que beaucoup de choses qu'on fait dans notre vie sont porteurs de stress. Or, qu'est-ce qu'on remarque en appliquant cette échelle? On remarque que les personnes qui, sur une période, disons sur une année, accumulent plusieurs facteurs de stress, sont susceptibles de présenter de gros problèmes de santé mentale et de problèmes de santé physique. En fait, dès qu'on commence à dépasser 150 points en termes d'événements de stress, en appliquant le contenu de ce tableau, on bascule vers la probabilité de faire des problèmes de santé physique ou des problèmes de santé mentale. Donc, si on considère que chez les personnes migrantes, il y a d'autres facteurs de stress qui sont préexistants, qui sont là, on peut imaginer et on peut inférer que le divorce s'ajoutant à ce terreau des gens très stressant, soit vécu plus violemment ou plus difficilement que chez des personnes qui sont dans leur milieu de vie naturel, entre guillemets. On va essayer d'être le plus concret possible. Qu'est-ce qui se passe en fait pour les communautés immigrées? Ceux qui sont venus d'ailleurs vont se retrouver dans ce que je vais dire. En général, par exemple, au Canada, les personnes qui immigrent sont des personnes très éduquées. Ce sont des personnes qui ont des diplômes universitaires, ce sont des personnes qui ont eu peut-être à travailler dans leur pays à un niveau très, très élevé. Et quand ils arrivent ici, ils sont quasiment souvent obligés de reprendre les choses à un faible niveau. Et donc, déjà, il faut s'ajuster à ça parce que celui qui était cadre moyen ou cadre supérieur, être obligé de devenir un exécutant, ça prend pour lui une capacité mentale à encaisser un niveau de résilience assez élevé. Ce fait-là en soi peut être un facteur détériorant les rapports au sein du couple, changeant les relations au sein du couple. Et ces personnes-là, lorsqu'en plus s'ajouterait un divorce, sont donc des personnes déjà fragilisées et appelées à réagir de manière beaucoup plus violente, de manière tragique comme on l'a vécu. Voilà. Je ne dis pas que dans les faits ça se vérifie, mais c'est des hypothèses de travail basées sur des éléments factuels qui peuvent être intéressants à envisager pour comprendre la situation dans les conditions dont nous parlons. Je vous remercie pour la réponse, M. Magloire. Effectivement, c'est de se poser la question comment ça se transpose dans plus au quotidien aussi. À ce moment-là, justement, je serais curieux de savoir là,
du côté de votre côté à vous, Madame Bergat, au niveau de la justice, est-ce qu'il y a une différence entre les manières, par exemple, de nommer ou de défendre des cas? Est-ce qu'il y a des types de cas qui vont toucher plus la communauté de la diversité lorsqu'il y a des problématiques, des crises, des séparations qui vont moins toucher ou en tout cas qui sont pas aussi fréquents dans le reste de la population? Est-ce qu'il y a justement... est-ce qu'on voit une différence notable, en fait, dans la pratique entre les crises plus particulièrement issues de la communauté? C'est quoi ces facteurs-là qui seraient plus spécifiques à ce moment-là du côté de votre profession? OK. Je dirais que de façon générale, au-delà des... il y a 3 types de motifs de rupture habituellement dans la vie active, que ce soit pour des communautés immigrantes ou des communautés dites... j'ai pas envie de dire traditionnalistes, mais mettons des gens qui sont nés sur le territoire canadien, très souvent c'est les mêmes motifs de rupture. Donc on va arriver dans des situations où au-delà du fait que les gens ne s'aiment plus, mais c'est beaucoup plus si on n'est pas dans un cas d'adultère, dans un cas de violence physique ou verbale, ou dans un cas où comme je le disais, les gens, ils s'aiment plus, ils décident de se séparer. Mais très souvent, le principal facteur pour les communautés africaines commence très souvent au niveau des finances. Alors, comme mon prédécesseur l'a dit, les gens qui arrivent ici, qui espèrent beaucoup de leur processus d'immigration, qui se retrouvent à vouloir recommencer à zéro, ça, c'est une chose. Mais au-delà de leur propre pression personnelle qui est liée au fait qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail en lien avec leur background ou leur processus qu'ils ont, leur diplôme qu'ils ont eu dans leur pays, il y a à côté l'épouse. Alors, il y a à côté la pression de la femme. Je prends un exemple concret dans ma pratique. J'ai un couple qui est arrivé ici. Monsieur était comptable au pays. Il arrive ici, il n'arrive pas à trouver un travail de comptable. La femme, de son côté, elle travaillait dans l'administration, mais monsieur a convaincu madame de venir au Canada parce que les comptables, ils ont de bons salaires. Donc, madame est venue avec monsieur. Sauf que quand ils sont arrivés, il n'a pas trouvé de travail tout de suite. Ils ont été obligés d'habiter chez des amis et vous comprendrez avec moi que ce n'est pas une situation épanouissante pour un couple avec des enfants. Ils sont restés là longtemps et c'est de là que leurs problèmes de couple ont commencé, où madame faisait vraiment beaucoup de pression à monsieur. Monsieur a pu trouver un travail de commis comptable, mais ce n'était pas un travail de comptable comme celui qu'il avait en Afrique et de fil en aiguille, la relation est devenue vraiment toxique au point où ça a dégénéré, où il y avait des disputes qui allaient jusqu'aux violences physiques, où la police a dû intervenir plus d'une fois et aujourd'hui, le couple est en processus de divorce. Donc, je faisais ce parallèle-là pour indiquer que les communautés africaines ou les communautés immigrantes n'ont pas véritablement de problème, comment dire ça, il n'y a pas de problème spécifique à eux, mais de façon générale, on a quand même remarqué que les problèmes financiers sont très souvent au centre de plusieurs séparations des communautés africaines. Oui, de vos interventions, Dr Magloire et Maître Benga, on comprend que le fait de se déplacer, l'intégration, la façon de prendre acte des nouvelles réalités de l'environnement peuvent influencer fortement ce stress-là. J'aimerais écouter quand même Monsieur Thierry Kiniga sur ce point. Est-ce que vous, en tant que professionnel de la chose, et par rapport aux gens que vous rencontrez dans cette situation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même feeling? Merci Florent. Dans un premier temps, il faudrait prendre conscience que
le stress ou l'anxiété, appelez ça comme vous voulez, qui, dans certains cas, va entraîner de la violence conjugale en particulier. Ça, c'est quelque chose qui est répandu et qui est vécu dans tous les milieux, qu'on soit immigrant ou non. Maintenant, en fonction du milieu dans lequel on évolue, il va avoir, ou alors il y a souvent des facteurs supplémentaires qui vont être un peu comme des accélérateurs. Alors, si on se limite spécifiquement à la situation des communautés ethnoculturelles, des immigrants en particulier, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs éléments qui vont être cause de violence, de stress, et dans certains cas vont entraîner de la violence conjugale et bien entendu de la séparation aussi dans certains cas, parce que ce n'est pas dans toutes les communautés, dans tous les couples où on vit de la violence, où on vit du stress, qu'on va nécessairement finir par se séparer. Il y a des mécanismes internes dans le couple ou avec des ressources externes, quelquefois des ressources de la communauté qui vont permettre de concilier le tout. Et justement, tout ça va reposer sur certains facteurs comme par exemple des éléments qu'on semble souvent négliger dans la plupart des cas, 3 éléments en particulier. Le premier ici, il est l'ordre du processus prémigratoire. Ça veut dire la personne avant de partir de son pays. Il est de l'ordre du processus migratoire, la personne pendant du départ de son pays jusqu'à l'arrivée au pays d'accueil, et de l'ordre du processus post-migratoire, ça veut dire la personne une fois qu'elle est arrivée dans le pays d'immigration. Je vais m'arrêter principalement sur ce dernier élément-là, le processus post-migratoire, parce que lui, il va venir donner beaucoup d'indicateurs, et dans ce processus post-migratoire, on va beaucoup parler d'adaptation, d'intégration. À l'intérieur de ça, je tiens à spécifier ici que le stress est vécu à la fois par les hommes et par les femmes. La violence aussi, elle est faite par les hommes et par les femmes, mais majoritairement, elle est attribuable aux hommes. Au niveau des hommes, qu'est-ce qui va se produire souvent? On a tout l'élément culturel, ça veut dire le rôle que la personne avait par le passé, avait à jouer au sein de sa famille. Qui peut, dans certains cas, entraîner un sentiment de perdre le contrôle sur les enfants ou perdre le contrôle sur la conjointe, ce qui va entraîner un vécu de stress qui va avoir des répercussions dans le comportement de l'individu à l'intérieur de son couple et quelquefois même, dans certains cas, à l'extérieur du couple. Il y a toute la question financière qui va être liée ici au premier élément que je viens de mentionner, qui est celui-là même du rôle, de la place dominante dans la famille, qui va entraîner dans certains cas ici le besoin de contrôle, qui lui ici va entraîner le contrôle sur le plan financier, le contrôle assez varié. À l'intérieur de ça, il y a toute cette question aussi qui semble subtile, mais très importante, qui est ici au niveau de l'appropriation même des règles en vigueur dans le pays d'accueil, qui souvent sont différentes de celles du pays d'origine. Si on continue dans notre liste, on a toute la perception de la population d'accueil par rapport à la personne immigrante, mais il y a aussi la manière même d'éduquer les enfants, la manière même d'élever les enfants. Autrement dit, on rentre ici dans l'ordre des valeurs. Dans une famille, frapper un enfant, donner une correction, une petite tape dans les fesses, c'est tout à fait normal parce que culturellement, c'est comme ça qu'on éduque l'enfant. Dans une autre famille, donner une claque sur la joue, une petite tape sur les fesses, c'est pas du tout acceptable, ce qui va entraîner, par exemple, une intervention de la protection de la jeunesse, ainsi de suite. Tous ces éléments-là sont très importants à prendre en compte dans ce vécu-là qui fait souvent en sorte que on va se retrouver
dans une posture où on n'aura pas nécessairement vu le tout venir, on ne saura nécessairement pas comment c'est arrivé, et pourtant, en prenant en compte tous ces éléments-là, on se rendrait compte qu'il y a des choses qui auraient dû être travaillées ou qui doivent être travaillées. Et bien entendu, l'isolement aussi joue pour beaucoup. Et dans l'isolement, on a aussi tout le volet, la place et le rôle de la femme qui, dans certains cas, est souvent un peu, je vais dire ça comme ça, la femme au foyer. Et ici, on s'émancipe un peu plus. Dans certains cas, la femme va devenir pourvoyeuse, ce qui n'est pas nécessairement toujours accepté. Culturellement aussi, l'enfant appartient quasiment à l'homme. C'est pour ça que l'enfant va porter essentiellement dans la majorité des familles le nom de famille de l'homme. Alors, autant de petites choses qu'il faudrait prendre en compte parce que c'est autant de petits éléments qui semblent petits, bien entendu, qui ont souvent des répercussions importantes à l'intérieur de ce vécu de stress, mais aussi de ce vécu-là de violence parce que dernier élément, et je m'arrête là, il faudrait prendre en compte aussi la pression de la famille restée au pays. Si je me comporte comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et quelquefois, même en terre d'immigration, c'est la famille élargie restée au pays qui va faire office de médiation pour un contexte dans lequel ils ne sont pas nécessairement informés de la réalité. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte parce que c'est dans ma pratique, en tout cas, c'est tous ces éléments-là qui souvent conduisent, entre autres, à tout ce vécu de stress-là et de violence. Ah oui, merci beaucoup. On comprend, selon vous et selon l'analyse que vous en faites de cette situation, qu'il y a plusieurs phases et ces phases peuvent différer et rendre les comportements dans chaque couple ou alors dans chaque ménage différent et dans chaque famille différente. Et on ne peut donc pas vraiment faire l'amalgame et se dire ce qui se passe chez X pourrait être le même reflet chez Y. Donc, j'aimerais directement m'adresser à la journaliste qui est avec nous, Madame Mive Lagrande-Royal. Selon vous, une question vraiment différente. Quelles sont les spécificités des phases émotionnelles post-rupture, c'est-à-dire le cas de la douleur? Comment est-ce qu'on le ressent? C'est quoi ces spécificités-là? La question n'est pas très claire pour moi. Les phases de la douleur, vous demandez? Oui, les phases émotionnelles. Je sais que c'est une question qui devrait plus s'adresser à nos spécialistes, à M. Thierry qui vient d'intervenir et aussi au psychiatre qui est là. Cependant, est-ce que vous voulez vous lancer ou alors on va les laisser? Les phases de la douleur, je dirais, ça va dépendre de quel camp on se trouve, de quel côté, je dirais. Admettons que c'est la personne qui demande. Il y aura deux cas, à mon humble avis. La personne qui demande le divorce ou la personne qui subit le divorce, ou la séparation ou le divorce, parce qu'il y a deux cas. Si ça vient de la personne qui exige la séparation ou le divorce, cette personne, émotionnellement parlant, est plus ou moins préparée. Donc, on va déjà mettre de côté la phase de l'acceptation de cette situation-là, c'est-à-dire que la personne a pris le temps de mûrir sa décision et puis elle vient maintenant soumettre cette décision à l'autre partie. Donc, cette personne, sur le plan de la douleur, est plus ou moins préparée à ça et a pris des dispositions. Mais maintenant, je vais plus m'atteler sur le cas de l'autre personne qui va encaisser, qui va subir la décision. Exactement, on parle de la victime. Voilà, la victime, celle va traverser des phases de surprise. Parfois, quand il n'y a pas de surprise, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a l'envie de vengeance, il y a la perte de contrôle, là où l'autre est poussé à prouver à l'autre que elle peut aussi lui faire souffrir. Donc, la vengeance, elle va vouloir se venger. Les étapes, à mon avis, c'est vraiment celle-là. Et puis, il faut tenir compte aussi de l'aspect de la dépression.
dépression qui peut intervenir et qui intervient la plupart du temps. C'est vrai que je suis journaliste, mais vous savez, dans notre travail, moi personnellement, je fais du journalisme engagé, donc je m'implique de manière un peu élevée dans la vie des gens, parce que quand les gens m'appellent pour soumettre leurs difficultés par rapport à un sujet qu'on a abordé, je suis obligée de les écouter et je suis obligée parfois d'accompagner ces personnes. Donc, les éléments qui ressortent le plus souvent, ce sont ces éléments-là. Ça va partir de la colère, la surprise, l'énervement, le désir de se venger, voire la dépression, et ça peut aller même au-delà de ça. Et les conséquences sont vraiment très pénibles quand il n'y a pas d'encadrement. Moi, je reviens tout le temps sur l'encadrement. Donc, les étapes, pour plus ou moins, sont celles-là et qui nécessitent que la personne soit encadrée pour ne pas aller poser des gestes qui vont avoir des conséquences fatales dans la vie des enfants et dans la vie de toute la communauté. Maintenant, pour ce qui est des enfants, les étapes aussi sont à prendre en considération parce que les enfants aussi vont vivre les frustrations, les enfants vont vivre l'abandon, les enfants vont commencer également à se questionner, les enfants vont commencer à faire des crises qui vont toucher l'aspect productif des enfants, autant au niveau de la famille qu'au niveau de rendement scolaire. Donc, les étapes sont là et les conséquences s'en suivent. Merci beaucoup, merci. Je vais laisser Guillaume, tu vois, tu as une question. Oui, alors on avait la question de M. Herman Nkala qui demandait, bon, les études sur tous les plans dans le cadre de l'immigration peuvent être porteurs de stress, donc c'est plus une déclaration. Et effectivement, on voit que dès qu'on chamboule une sphère de la vie, dans le fond, si je comprends bien les commentaires, c'est qu'on va commencer à toucher à plusieurs autres sphères. Donc l'aspect social, influence l'aspect économique, qui lui aussi va avoir des conséquences justement au niveau professionnel, familial et autres. Bon, Madame Myri, vous l'avez abordé là justement dans les aspects, dans les phases qu'on voit là par rapport à la douleur qui va être générée lors d'une perte. Bon, évidemment, il y a aussi les phases un petit peu du processus du deuil, là, justement, comme le choc, le déni, la colère, la tristesse, une forme de dévalorisation et idéalement la phase d'acceptation. Là, justement, j'aurais aimé avoir un petit commentaire de la part de M. Magloire à ce niveau-là. Selon vous, quelles sont justement ces phases spécifiques-là qu'on doit gérer lorsqu'on parle de la douleur ressentie bon, par la perte de l'être aimé, de la perte du fantasme, de la relation aussi, les remises en question qui viennent. Comment est-ce que cette douleur-là impacte justement le processus du deuil? Quels sont les mécanismes dont on parle à ce moment-là? Mais en fait, en posant la question, vous avez amené la réponse. Le problème du divorce, c'est un processus qui va s'apparenter justement au deuil de la perte d'un objet. Et donc, dans un premier temps, il y a cette phase de déni, cette phase de choc. On n'accepte pas, on ne croit pas que ce qui est arrivé est arrivé. On l'évacue même de son champ de réflexion. Mais la réalité, elle est là en face de vous. Et donc, vient après une phase de colère qui est importante. Et puis, finalement, dans le déroulement, on va avoir la tristesse, la dépression, l'acceptation, et puis on va passer à une autre étape de reconstruction. Ici, ce qu'il faut dire, c'est que les personnes doivent être accompagnées dans ces situations. En général, le divorce va être la dernière étape. Il y a des problèmes qui vont arriver. C'est parce qu'on n'arrive pas à résoudre le problème qu'au bout de l'histoire, on en arrive à prendre la décision définitive qui est celle de divorcer. Et c'est peut-être, je vais donner l'impression de radoter, mais c'est peut-être le temps de rappeler que le divorce en soi est un facteur de stress, ça c'est une chose, mais il a aussi été démontré par des études sur des échantillons très larges. J'en ai une sous les yeux, menée par exemple au Danemark par le docteur Sander, et sa conclusion est implacable.
la conclusion de l'étude, je vais lire: la santé mentale et physique des divorcés est pire que celle du reste de la population. Donc, divorce, au-delà des questionnements juridiques, des questionnements sociaux, lui-même en soi, c'est un facteur néfaste pour la santé mentale des individus et pour la santé physique de ces individus. Donc, ça suppose que les personnes qui sont impliquées dans un tel processus soient soutenues, soient aidées, soient accompagnées. C'est pour cela que, dans la mesure du possible, ce n'est pas toujours évident, avoir un psychiatre ou avoir un travailleur social ou avoir un thérapeute du couple qui aide les personnes concernées à acheminer dans ce processus et surtout à voir clair dans ce qui se passe est très important pour atténuer in fine les conséquences néfastes que l'on pourra avoir. Je vous remercie pour la réponse. À ce moment-là, ça m'inciterait à justement passer la POC à Monsieur Thierry Kiniga. De votre côté, dans votre pratique, comment vous faites justement pour accompagner les gens dans ces étapes-là, justement? Est-ce qu'il y a un guide tout allé? Est-ce qu'ils sont dans le même ordre? Est-ce que ça change? Comment qu'on s'arrange sur le terrain pour prendre ces concepts théoriques-là et essayer de jouer avec d'un niveau humain et sensible? Alors, je te dirais que le processus ici, il commence bien avant la séparation. Et là, je vous ramène à ce que j'ai nommé tantôt au début quand je parlais d'alarme. Oui, c'est vrai. Thierry, oui. Justement, j'aurais souhaité que dans ce processus-là, vous nous dites un tout petit peu quels sont les symptômes. Justement, alors, je ne suis pas habilité à poser de diagnostic, donc je ne vais pas m'embarquer à l'intérieur, mais je vais soulever quelques petits éléments qui pourraient peut-être répondre à la question. Donc, quand je parlais d'alarme tantôt, il y a dans des couples certains conjointes qui vont commencer à faire leur deuil bien avant la séparation, parce qu'elles auront déjà pris conscience de certaines situations, de certaines réalités qui vont faire en sorte qu'après la séparation, le deuil, le vécu va être différent d'un conjoint ou d'une conjointe à l'autre. Attardons-nous beaucoup plus particulièrement ici sur celles qui sont un peu pris au dépourvu face à la situation. Dans un premier temps, avant d'arriver à la séparation en elle-même, il faut avoir pris conscience de cette alarme-là. Si on l'a écoutée, même si on arrive à se séparer, la séparation va être vécue différemment, ce sera moins lourd. Si on ne l'a pas écoutée, la séparation, le deuil de séparation va être beaucoup plus difficile à vivre. Habituellement, qu'est-ce qui se produit soit avant, soit après, pour la personne la plus fragilisée, parce qu'il y a toujours quelqu'un plus fragile que l'autre? On va souvent rentrer ici dans la peur. On va rentrer ici dans le désespoir. On va rentrer ici dans le doute, le dénigrement de soi, la remise en question de soi. Et quelquefois, on va essayer de revenir coller les morceaux. Autrement dit, on va se mettre à quatre pattes pour essayer de recoller les morceaux, parce qu'on aura peur justement de qu'est-ce que ça va être après. Est-ce que je vais être capable de vivre ça après, ainsi de suite. Donc, un des premières étapes de ce processus-là, ça va être justement de ramener, de travailler tout ce qui a lien ou a trait ici avec l'estime de soi, pour être capable de ramener ces personnes-là à reprendre conscience d'elles-mêmes, à se revaloriser. Parce qu'en même temps, le processus de deuil ici, il n'est pas linéaire. Il est fluctuant. Ça veut dire qu'on peut partir de la phase de déni à se retrouver à la phase de reconstitution, et partir de la phase de reconstitution pour revenir à la phase de colère. Ça peut fluctuer en fonction des situations, en fonction de chaque personne, ce qui fait en sorte que la durée aussi va être différente d'une personne à une autre. Il y a des gens qui ont divorcé, qui ont refait leur vie avec quelqu'un d'autre, mais qui sont toujours en colère de leur ancienne relation.
Le processus ici d'accompagnement, il n'est donc pas linéaire lui aussi, il est adapté et ajustable à chaque personne en fonction de sa réalité. Il n'y a pas de protocole défini ici pour accompagner une personne qui s'est séparée, qui est en rupture. Et la durée du deuil ici va aussi être tributaire de la durée qu'a pris la relation. Les gens qui ont été en couple 2 ans ne vont pas vivre leur séparation de la même manière que ceux qui ont été en couple pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout va aussi dépendre ici des investissements et des projets qu'on avait ensemble. Et je reviens encore à cet élément-là qui semble anodin du rôle que chacun de conjoints avait, la place que chacun de conjoints avait dans le couple. Ça va être un élément à prendre, un élément très important à prendre en compte ici dans le processus d'accompagnement. Et là encore, il faudrait prendre en compte tout le volet social. Est-ce que la personne a un réseau social? Est-ce qu'elle a de la famille? Si elle a de la famille, est-ce que c'est de la famille proche? Est-ce que c'est de la famille lointaine? Ainsi de suite qu'il va falloir prendre en compte. Bien entendu, le processus ici d'accompagnement va tenir compte aussi de est-ce qu'on a des enfants ou pas. Si on a des enfants, est-ce que ce sont des enfants en bas âge ou bien ce sont des enfants adultes? Si on n'a pas d'enfants, est-ce que l'un des conjoints avait des enfants ou pas? Parce que ça aussi, c'est un autre élément qui rentre dans le deuil, de dire au revoir aux enfants de l'autre conjoint. Et un autre élément qui rentre en compte dans l'accompagnement, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à fonctionner par après si on avait des enfants, ou donc ici au niveau de la garde partagée, parce que c'est un tout autre conflit qui est engagé. Je pense que l'avocate ici peut apporter des éclaircissements là-dessus, où souvent le conjoint veut garder les enfants, la conjointe veut garder les enfants. Dans certains cas, on va rentrer dans un processus d'aliénation parentale qui va faire en sorte que les enfants vont être pris en otage à l'intérieur, et soit pour fragiliser l'autre parent, soit de bonne foi pour dire bon, ben, les enfants seront mieux avec moi. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte dans le processus d'accompagnement post-séparation qui fait en sorte que le deuil ici et l'accompagnement, il ne va pas être linéaire, mais il est spécifique, adaptable, ajustable à chacune des personnes, à chacun des clients, en fonction, bien entendu, du degré d'éducation aussi. Je vous remercie pour la réponse. Effectivement, c'est intéressant de voir que, bon, c'est pas un processus linéaire. On parle beaucoup de remise en question, justement, des rôles, des statuts sociaux, de nos valeurs, des choses qui sont très impactées à ce moment-là. Et, Florent, justement, posait un petit peu la question et, justement, je pense que c'est intéressant à ce moment-ci d'essayer d'avoir une définition un petit peu plus claire, là, justement. Lorsqu'on parle des symptômes, justement, physiques et mentaux de la douleur, à quoi on réfère quand on parle de ces symptômes-là? Et surtout, est-ce qu'il y a une différence dans l'expression des symptômes physiques et mentaux de la douleur lorsqu'on parle du cas de la communauté interculturelle, de la diversité culturelle? Donc, je poserai la question à ce moment-ci à notre psychiatre consultant, M. Magloire. Donc, vous, selon vous, quels sont les symptômes physiques et mentaux de la douleur lorsqu'on parle de la crise et du stress qui s'expriment plus spécifiquement dans les communautés de la diversité? C'est intéressant comme question et j'ai un petit sourire parce que pendant longtemps, pendant un certain temps dans l'histoire de la psychiatrie, par exemple, on avait considéré que les Africains ne déprimaient pas, que la dépression n'existait pas chez eux. Et donc, quand un Africain exprimait une douleur émotionnelle, on voulait voir tout sauf le fait qu'il était déprimé. Bon, ça, Dieu merci, on a évolué et on a compris que les Africains étaient les hommes comme les autres hommes et qui pouvaient déprimer. Donc, dans les situations de divorce, on a beaucoup d'anxiété, on a des situations de dépression. Je voudrais encore citer une étude intéressante qui a été publiée l'année passée
par Marco Tosi et Vandenbroek. Et ils disent qu'on a constaté chez des couples en difficulté que dans l'année précédant la séparation ou le divorce, le niveau de dépression était très élevé. Et après le divorce, on observait une chute de la dépression. Un peu une façon de dire que la séparation avait eu un effet positif, in fine, sur la dépression, par exemple, dans ce couple-là. Donc, on va avoir de la dépression, on va avoir de l'anxiété. Et comment est-ce que ça va se manifester? Il y aura des phénomènes phénomènes émotionnels, psychiques qui sont plus ou moins connus, plus ou moins classiques. Par exemple, pour la dépression, le fait que les personnes perdent le plaisir à faire quoi que ce soit, le fait que les personnes soient très tristes, le fait que les personnes aient une psychomotricité ralentie, ça sont des choses qu'on connaît. Ce qui est plus subtil et parfois plus difficile à voir, ce sont des phénomènes de somatisation. C'est-à-dire que les personnes ne vont en apparence pas présenter de troubles sur le plan émotionnel et psychique, mais par contre vont présenter de troubles physiques. Ça peut aller à des simples en passant par des simples troubles de sommeil, mais on peut avoir des situations où on a des gastrites à répétition, des ulcères de l'estomac ou d'autres maladies somatiques qui vont être récidivantes, et il faudrait toute la perspicacité des soignants pour faire le lien avec un processus dépressif, avec un processus anxiogène ou avec un processus de deuil mal entamé. Donc voilà un peu ce que je peux dire là en quelques mots sur la question, comment ça va se manifester. Parfait. Je vois que M. Kiniga aurait un complément à apporter à ce que vous dites, donc je lui laisserai la parole à ce moment-là pour complémenter et justement amener une lumière supplémentaire. Merci. Ce qui va être souvent aussi ce qui est souvent observé aussi, c'est tout l'élément démotivation, la perte d'intérêt, l'isolement, on se coupe quasiment de tout, on ne va plus à ses activités normales, la perte d'appétit, les difficultés au niveau du sommeil et bien entendu tout ce qui est en lien avec l'irritabilité. On devient beaucoup plus susceptible, on se met beaucoup plus en colère pour un rien du tout. On pleure, bien entendu. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très facilement aussi, les pleurs. Et bien entendu, au niveau des symptômes là aussi, j'ai nommé les pleurs, j'ai nommé le manque de motivation, la perte d'intérêt, et avec des répercussions dans quasiment toutes les sphères de la personne, qui va faire en sorte que on va avoir la difficulté à se lever le matin, on va avoir le corps qui fait mal quand on se réveille, comme si on avait été battu toute la nuit dans certains cas. Le sommeil va être entrecoupé aussi. On va faire des cauchemars. C'est autant d'éléments qui sont souvent liés au stress et qui sont tout à fait explicables par après, mais qui vont aussi être tributaires ou alors qui vont dépendre de comment est-ce que la séparation a été vécue avant. En fait, comment est-ce qu'on est arrivé à la séparation, donc tout ce qui a été vécu avant la séparation, et comment est-ce que la séparation s'est fait. Si ça s'est fait de façon harmonieuse, le vécu après va être différent et les symptômes ressentis vont être différents. Si la séparation s'est faite de façon conflictuelle, le vécu aussi va être différent et les symptômes ressentis par après vont aussi être différents. OK, donc si je comprends bien, effectivement, ça veut dire que la nature de la séparation va impacter, si je comprends bien, la nature de la résolution du conflit également. À ce moment-là, ça m'amène à me poser la question, justement, puis je la poserai à ce moment-ci à Mme Suzy. Donc, justement, on parle là des symptômes, on parle de la manière dont, justement, les gens réagissent. Est-ce que vous remarquez, vous, si ça a un impact, justement,
les ruptures, est-ce qu'il y a un impact dans le processus de deuil ou le processus émotif qui impacte ou, disons, vient interférer avec le processus juridique? Exemple, comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un sentiment de vengeance qui mène à un processus juridique? Par exemple, quand on veut s'occuper des enfants, comment est-ce qu'on s'assure que les émotions ne changent pas trop? Parce qu'un cas légal veut pas, une personne peut décider de ne plus vouloir, suivre des procédures judiciaires si elle change justement de manière de percevoir les choses, si son état émotif et donc rationnel change. Donc, est-ce que vous remarquez dans votre pratique qu'il y a, disons, un impact à ce moment-là des différents états émotionnels chez les gens qui peuvent justement venir s'initier jusque dans le processus juridique lorsqu'on essaye d'aider des familles, justement, particulièrement lorsqu'il y a des enfants ou qu'on parle de la séparation des biens, exemple? Alors, je dirais que c'est quelque chose de vraiment, vraiment difficile. Actuellement, au niveau du ministère de la Justice, on essaie de mettre en place des séances d'information. Parce qu'il y a un slogan très commun qu'on utilise au ministère de la Justice, qui dit « Amant un jour, parent toujours ». Tout le temps, c'est quand tu vas au palais de justice, très souvent, dans les haut-parleurs, on laisse souvent ce slogan-là pour que les parents comprennent. Amant un jour, parent toujours. Que à partir du moment où il y a des enfants qui rentrent dans le conflit de séparation, ça devient très compliqué parce que les parents, malheureusement, comme un panéliste l'a dit, on a très souvent l'habitude de prendre les enfants en otage. Ils sont conscients que la relation est en train de se terminer, mais ils n'arrivent pas à faire leur deuil. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et est-ce qu'il y a des mécanismes pour prévenir de cette situation-là? Je dirais, personnellement, non. Parce que c'est vraiment aux parents qui se séparent de faire son deuil. C'est aux parents qui se séparent de comprendre que les enfants n'ont malheureusement rien à voir dans... ce ne sont pas les enfants qui sont la cause de la séparation. Et c'est pour ça qu'on demande aux parents de se faire entourer de professionnels, parce que même la famille n'arrive pas à aider malheureusement. Parce que quand un parent est animé par un esprit de vengeance, son ami aura beau lui dire, ou un membre de sa famille aura beau lui dire, non, c'est son fils, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Ils arrivent déjà à un moment de leur vie où le conscient, c'est comme s'il y a une sorte de rupture avec la réalité. Même les séances d'information sur la coparentalité qu'on fait au palais de justice n'aident pas véritablement. C'est pour ça qu'on recommande aux parents, un, d'apprendre à faire leur deuil, et de deux, s'ils arrivent vraiment à un niveau où ils sont plus capables de réfléchir, vraiment de se rapprocher des services de professionnels. On parle des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux qui peuvent les aider parce que ils ne sont plus capables de distinguer le vrai du faux, ou c'est quoi l'intérêt de l'enfant versus leur sentiment de vengeance vis-à-vis de l'autre parent. Merci beaucoup, Suzy. On comprend donc à travers cette intervention que il faut voir les engagements, que cette situation, dans quels engagements ces situations peuvent nous plonger. Alors, on est arrivé à la pause. Il est 15h06. Normalement, c'est à 15h que nous prenons une minute de pause. Mais après la pause, nous allons parler dans quel cas est-ce que on arrive à tomber dans une situation grave, c'est-à-dire dans quelle situation est-ce que quelqu'un qui se trouve comme un stressé, dans quel cas est-ce qu'il commet le pire, c'est-à-dire l'infanticide? Comment l'éviter? Qui consulter? Quelles sont les conditions? Quelles sont les conséquences de cet acte-là? Donc, autant de questions auxquelles vont répondre nos copanélistes. Mais avant, nous prenons une minute de pause, toujours pour remercier nos partenaires et remercier éventuellement, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent. Donc, voilà, j'aimerais donner le temps à Lydie Camnan
des épices du Mboa pour la minute de l'entrepreneur. Bonjour Lydie, bienvenue à notre émission Plein Phare. Nous vous laissons l'antenne. Bonjour Florent, bonjour à tous les panélistes de cet après-midi. Je commencerai par vous remercier tout le monde aujourd'hui d'avoir pris de votre temps pour venir édifier les auditeurs de notre chaîne de la diversité sur ce thème qui nous touche de plus en plus. Il est important qu'on prenne la parole puis qu'on en parle. Peut-être, qui sait, ça pourrait aider une ou deux personnes, ça pourrait réveiller l'intérêt des uns ou des autres sur ces sujets-là qui sont importants à mon avis. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Lydie Cabnan, la fondatrice de la gamme d'épices et marinades, les épices du Mboa. Les épices du Mboa, c'est aujourd'hui 10 marinades faites à base de recettes personnelles sur des épices venues d'Afrique, majoritairement du Cameroun, pour agrémenter vos plats. C'est une façon d'apporter les saveurs de chez nous vers ici, comme le dit si bien notre slogan, de ma terre à la vôtre, donc de l'Afrique à ici, pour nous aider à réduire l'envie de voyager uniquement parce qu'on est enthousiaste de certains plats qu'on n'a pas mangés depuis longtemps, mais aussi et surtout pour permettre aux communautés d'ici et d'ailleurs de découvrir les belles saveurs de chez nous. C'est également 16 différentes épices africaines non transformées qui sont désormais à votre portée ici au Canada ou aux États-Unis, parce que oui, nous faisons de la vente en ligne sur notre site internet, lesépicesdumboa.com. Vous pouvez être livré directement chez vous, que vous soyez au Canada ou aux États-Unis. Sinon, dans la section nos magasins, vous pouvez trouver nos épices dans les magasins les plus proches de chez vous, particulièrement au Canada. Donc, je vous invite à aller visiter nos différents médias sociaux sur Facebook, les épices du Mboa, sur Instagram également, les épices du Mboa, sinon sur notre page, sur notre site internet, lesépicesdumboa.com. Donc, désormais, ne soyez plus inquiets pour ce côté-là. Notre terre vient vous rejoindre où vous êtes. Mangez comme à la maison avec les épices du Mboa. Merci Florent. Alors, merci Lydie, merci de cette intervention. Maintenant, nous allons écouter un tout petit peu notre jingle pour passer à la prochaine étape. Voilà, donc de retour à notre émission Plein Phare, nous parlons du stress post-séparation, le cas des communautés culturelles au Canada. J'aimerais donc d'abord remercier NJC Transfert d'argent, qui est basé à Toronto et qui vous aide comme ça à transférer de l'argent du Cameroun au Canada, du Canada au Cameroun. Il vous aide aussi à recharger les téléphones mobiles ou aussi envoyer bien sûr des recharges à toutes vos familles un peu partout. Donc NJC, c'est bien sûr un transfert d'argent, un service de transfert d'argent. En ligne, vous pouvez les trouver. Je veux donc dire bonjour aussi à Calebas, qui est un partenaire, à Ikadi, Maître Mouvanira, et bien sûr tous les téléspectateurs. Merci à Cameroun Olympiade qui dit « J'aimerais dire que le combat ou le renversement de la psychomotivation ralentit peut-être l'engagement pratique en une activité qu'on aime. Ça peut être du sport, de la musique, la lecture, le voyage. Bref, c'est une façon à Olympia de nous dire qu'il faut faire du sport. Ma prochaine question s'adresse directement à Mif, la Grande Royale. Mif, à quel moment est-ce que le stress nous pousse à poser des actes, je dirais, irréversibles? Merci, Florent. Je voudrais d'abord revenir sur certaines causes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais revenir quand même sur ça. Les statistiques ont prouvé, contrairement à ce que nous imaginons, que les causes du divorce ne sont pas forcément liées à l'infidélité, mais à la cohabitation. Et c'est très important de prendre cela en considération dans notre communauté, parce que, vous savez,
on arrive, on quitte un milieu qu'on maîtrise, on arrive dans une société étrangère, généralement à nos valeurs, à notre culture, à nos manières de fonctionner. Et ce qui arrive aussi le plus souvent, selon mon expérience, c'est que les personnes le couple était habitué à vivre de manière séparée. On sort le matin, on va travailler, on est entouré par la famille, par des amis, on ne passe pas le temps ensemble. Quand on arrive en Occident, en dehors de l'isolement dont on parle, mais le couple est en train de vivre une expérience particulière où ils passent beaucoup de temps ensemble. Donc la cohabitation parfois devient difficile quand les gens n'ont pas vécu ça de manière permanente. Et dans une vie de couple, quand on fait face à cette difficulté de cohabitation et que on ne trouve pas l'équilibre de pouvoir trouver des consensus ensemble, où chacun doit essayer de mourir en soi, plus ou moins, ça nous amène vers le divorce. Comment maintenant faire face à cela? Eh bien, c'est beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité de la part du couple. Beaucoup d'humilité de la part de chaque personne, de chaque membre du couple, de comprendre que je suis appelée à me remettre en question et je suis appelée à chercher moi-même de mon côté, humblement, ce qui n'a pas été. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas partisane de la séparation, je ne suis pas non plus partisane du divorce. Et je crois que dans notre communauté, notamment à travers les émissions que vous êtes en train de promouvoir, nous sommes appelés à mener les nôtres vers cette convergence qui vont les amener à se remettre ensemble. Pourquoi? Parce que je parle de l'humilité dans le sens où chaque personne doit se remettre en question humblement et s'interroger. Donc, s'interroger, se dire où est-ce que moi j'ai failli dans cette relation. Même si aujourd'hui, on prononce le divorce, même si aujourd'hui nous sommes séparés, mais chaque personne, l'homme ou la femme, doit s'interroger. Où a été ma faille? Pourquoi cette relation n'a pas réussi? Oui, nous sommes arrivés au divorce. Oui, nous nous sommes séparés. Je vais prendre le temps maintenant, là où je suis, dans mon coin, l'autre aussi dans son coin, de se remettre en question, humblement. Surtout que nous sommes, la plupart du temps, nous sommes des croyants. On doit faire cet exercice devant soi, devant sa conscience et devant son Dieu pour se demander où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que l'autre a failli? Est-ce que l'autre a failli par rapport à moi? La cohabitation, c'est quelque chose de très difficile. Quand on vit ensemble, chaque personne devrait apprendre à mourir en soi dans quelque chose. Il y a une chose que l'autre aime. Il y a une chose que moi j'aime. L'autre devrait comprendre que ici, j'aime pas ça, là, j'aime pas ça. Au lieu de venir m'imposer des choses à faire, ou bien au lieu que j'aille imposer à l'autre des choses à faire, chaque personne doit se dire, ici, quelque part, je dois mourir en moi-même. Je dois trouver des consensus. Ici, lui, il aime que je lui fasse un repas. Moi, je ne fais pas de repas. Est-ce que sur 5 jours ou sur 7 jours de la semaine, je peux cuisiner 3 fois par semaine? Est-ce que je peux cuisiner 4 fois par semaine? Ah, ma conjointe aime que je donne un coup de main à la maison, que je fasse ceci. Si je n'ai pas le temps, si tout le temps je consacre mon temps dans un exercice professionnel et je n'ai pas de temps pour la famille, est-ce que je peux trouver 3 jours de la semaine où je peux me consacrer à la famille? Nous négligeons ces aspects-là, mais ce sont des points capitaux qui peuvent tuer un couple ou qui peuvent aider un couple à rester uni. Donc, pour moi, cette étape-là est capitale, même si nous avons déjà vécu la séparation, même si nous avons déjà vécu le divorce. Je pense que cette attitude d'humilité peut permettre, même aux couples déjà séparés et divorcés, de se remettre ensemble. Surtout lorsque les enfants font partie de notre vie, parce qu'eux, ils n'ont pas choisi de naître. Dans cette société dans laquelle nous vivons, où nous évoluons, beaucoup d'éléments nous font voir que l'homme n'est pas très pris en considération. On encourage parfois, surtout dans les années 60, 70,
On a encouragé les femmes à leur montrer qu'elles sont capables de tout. Elles peuvent se passer des hommes. Vous allez dans les prisons, vous allez trouver énormément d'hommes noirs emprisonnés. L'éducation est remise totalement entre les mains des femmes, et surtout des femmes qui se croient capables de tout faire. C'est impossible dans la vie. On ne peut pas être capable de tout faire. Aujourd'hui, vous regardez dans les écoles, vous voyez la grande partie de l'enseignement est confiée aux femmes. C'est impossible qu'elles fassent tout. L'homme a sa part. Nos garçons se réfèrent à des hommes comme modèle d'éducation. Et vous allez dans les écoles, vous ne les trouvez pas, les hommes. Je ne dis pas que les femmes ne font pas bien leur travail, mais je dis qu'on a besoin de cette complémentarité. Ce n'est pas pour rien que, si déjà dans le monde animal, on le comprend, il y a un mâle et une femelle. Et imaginez dans une société humaine, on ne peut pas évoluer dans ce déséquilibre où on voit simplement un homme ou simplement une femme. Nous sommes appelés à vivre cette complémentarité. Donc, pour moi, la solution est dans cette attitude d'humilité, devant soi, devant Dieu, parce que nous sommes très croyants, de pouvoir se remettre en question et se dire où est-ce que je peux corriger dans cette relation. Quand les enfants se mettent au milieu, nous n'avons plus beaucoup de choix, des choses qui nous arrangent, nous. On prend des décisions, des situations qui nous arrangent, nous. Est-ce que nous avons pensé à ces êtres faibles que nous avons mis au monde, surtout dans une société étrangère, où ils n'ont pas de repères? Leur repère devient Internet, YouTube, et vous savez très bien que dans ces réseaux sociaux, ce qu'on peut y aller y trouver, pas forcément des trucs qui soient bons pour les enfants, mais des trucs qui encouragent la dépravation des mœurs dans l'ensemble. Donc, pour moi, les parents, les couples qui se séparent, qui divorcent, doivent tendre vers cette attitude de remise en question, d'humilité et d'être vrai envers soi-même. Parce que la cohabitation est un élément majeur qui peut faire en sorte qu'une fois qu'une solution est trouvée dans cette cohabitation, une solution de consensus entre deux individus qui réunissent un couple, c'est une solution gagnante pour le couple lui-même et pour les enfants qu'on a mis au monde. Merci beaucoup. Guillaume? Oui, bien, je voulais enchaîner justement parce que, bon, on parle des enjeux extrêmement importants et surtout, bon, comment on évite d'aller trop loin comment éviter des erreurs justement après une rupture, comment est-ce qu'on accepte cette rupture-là, quelles sont les choses qui nous amènent à se remettre en question et à réagir des fois d'une moins bonne manière. Mais au-delà de tout ça, il y a un aspect qui est important et sur lequel je voudrais qu'on puisse conclure l'émission, dans le sens que le but, c'est d'essayer justement, comme ça a été mentionné précédemment, d'essayer d'être proactif, de savoir si justement cette émission-là peut avoir une utilité aujourd'hui, c'est justement de nous guider vers des ressources. Là, on commence à mieux comprendre quand est-ce qu'on se sent dans une situation de problématique, on sait un petit peu plus ce qui les déclenche, comment essayer de s'y diriger. Mais, et là, je poserai la question à M. Thierry Kinega, en fait, dans quel cas est-ce qu'on doit consulter? Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on a consulté? Mais surtout, qui on consulte en premier? Est-ce qu'on va vous voir vous en premier? Est-ce qu'on en parle à notre médecin en premier? J'imagine que c'est pas dès le début qu'on va aller voir peut-être un avocat ou un avocate, mais bon, de votre côté, de la pratique, justement, dans quel cas est-ce que vous allez vraiment fortement recommander à quelqu'un de consulter, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre? Comment est-ce qu'on fait pour savoir vers qui on réfère la personne aussi? Oui, avant que Thierry ne prenne la parole, j'aimerais appuyer cette question en disant à quel moment dans le couple on sent que ça ne va plus? Voilà, ce n'est qu'une question subsidiaire à celle qui vient d'être posée. Essayons d'aller un peu direct, d'être un peu plus bref parce que le temps est en train de s'envoler. Alors, si on a une étude de cas idéale, par exemple. Merci pour la question. Je vais faire de mon mieux. Quand aller consulter? Moi, je recommande toujours aux gens d'aller consulter avant la séparation. Je recommande toujours aux gens d'aller consulter dès le moment où on se rend compte que ça commence à ne pas aller dans un couple. Dans un couple, il y a 4 éléments, 4 piliers qu'il faut absolument prendre en compte. Le premier, c'est la communication. Le deuxième, c'est la tendresse. Le troisième, c'est la sexualité. Le quatrième, ce sont des projets communs. Si l'un de ces 4 piliers-là est défectueux,
est défectueux, on a un problème. Et dans ces 4 piliers, si on a des difficultés au niveau de la communication, on a un problème. Parce que lui, il va englober, il va se faire ressentir dans tous les 3 autres. Dès le moment où ça devient, on commence à avoir de la difficulté à communiquer, c'est le moment d'aller consulter. Dès le moment où on commence à avoir des alarmes, où on ressent à l'intérieur de nous des sentiments, des émotions, à vivre des choses qu'habituellement on n'était pas présente, c'est le moment d'aller consulter. Dès le moment où on commence à avoir des doutes, ainsi de suite, c'est le moment d'aller consulter. Autrement dit, on commence à consulter avant. Mais malheureusement, cette alarme-là, on ne l'écoute pas souvent, on l'écoute seulement quand il est trop tard. Et quand il est trop tard, c'est justement quand on est déjà en plein dans le désespoir qui va nous conduire soit à des idées suicidaires, à des idées noires, ou alors à des idées homicidaires. Alors, vers où référer? La porte d'entrée pour le réseau public, peu importe où vous vous trouvez, le 811, l'option 2. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des travailleurs sociaux qui sont à l'autre bout du téléphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vont vous écouter et vous référer, ouvrir directement la demande vers le CLSC le plus proche de chez vous, ou alors ils vont vous donner une adresse directe où vous rendre. Et si c'est nécessaire, ils vont se déplacer chez vous pour venir vous voir, peu importe l'heure de la journée, si la situation nécessite qu'ils se déplacent. Bien entendu, si on rentre dans une crise assez majeure, vous avez toujours le 911 où vous faites appel au service de police qui, quelquefois, eux vont faire appel aussi aux différents professionnels adéquats. Vous avez vos médecins de famille qui sont des personnes aux ressources aussi à qui il faudrait en parler, qui, eux, ont une bonne connaissance aussi des ressources existantes qui souvent vont vous référer, bien entendu, à différents professionnels. Pour ceux qui ont des suivis avec des psychiatres, parlez-en. Habituellement, c'est une ressource qu'on néglige beaucoup, mais vous avez un suivi avec un psychiatre, il est votre psychiatre, parlez-en avec. Ils ont aussi cette ouverture-là à l'éventail des différentes professionnelles qui existent pour pouvoir vous soutenir. Ils sauront et ils pourront vous référer. Bien entendu, vous avez aussi tout le réseau communautaire, mais aussi le réseau privé qui existe. Vous avez des psychologues en pratique privée, vous avez des sexologues en pratique privée, vous avez également des travailleurs sociaux comme moi qui sont également en pratique privée et qui ont de la disponibilité pour vous recevoir. Habituellement, et ça c'est un peu, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut déplorer et il faut le nommer. De façon générale, on consulte moins, on consulte rarement, ou alors on attend quand on est face au dos, quand on est dos au mur, qu'il n'y a plus aucune issue pour aller consulter. Habituellement, dans mon bureau, je suis obligé de chercher à convaincre mes concitoyens de dire « Hey, c'est important de venir consulter, n'attendez pas ». Dès le moment où vous sentez que ça commence, et ça, ces moments-là, vous le savez, allez consulter. Venez me voir, Florent, contactez Florent, il pourra vous laisser mes coordonnées, j'ai de la place. Il y en a qui vont dire, ben non, moi je travaille de jour, je ne peux pas aller, consulter en journée parce que il faudrait que je ramène l'argent à la maison. Je travaille de 17h à 22h. Ça vous laisse le temps d'aller travailler et de venir consulter après. Que ce soit pour vous individuellement, que ce soit pour vous en couple ou que ce soit pour la famille au complet. Et il y a plein d'autres ressources là qui travaillent également de soir. Alors, porte d'entrée pour avoir des services, le 811, l'option 2, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vos médecins de famille, vos psychiatres, ou vous vous rendez directement au CLSC le plus proche de chez vous sans avoir besoin de rendez-vous.
une demande de service sera ouverte sur place, ou contacter les ressources qui existent dans le privé à travers les différents ordres professionnels. Et si vous souhaitez, tant qu'à y être, avoir un suivi avec moi, vous pouvez simplement taper le www.travailleursocial.net ou regarder Clinique de travail social retrouve le sourire. Et en général, vous avez un rendez-vous soit le jour même dans certaines situations, soit dans les 24 à 48 heures. Je vous remercie vraiment beaucoup pour la réponse très complète, M. Kiniga. Effectivement, il y a plusieurs ressources qui peuvent et en fait doivent être consultées par rapport à ce que vous disiez. Justement, on se rend compte que s'il y a 4 piliers qu'il faut surveiller, il y a 4 alarmes dans le fond qu'il faut entendre lorsqu'elles sonnent. Et à ce moment-là, s'il y en a une seule qui se déclenche, c'est le moment où on contacte les ressources et non pas au moment où les 4 sont en train d'exploser, si je comprends bien. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on tomberait justement dans ma prochaine question que je poserai à M. Magloire. Bon, il y a un moment où on consulte. Par rapport aux consultations, vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir des impacts mentaux, parfois psychosomatiques, donc physiques également chez les personnes qui sont en détresse et en crise. Il va y avoir des effets énormes de la crise sur le corps et l'esprit. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'on doit peut-être consulter pour de la médication? Peut-être qu'on va devoir avoir de l'aide supplémentaire que juste un aide sociale ou économique ou juridique. Quand est-ce que, en fait, comment est-ce qu'on se rend compte qu'il faut peut-être consulter plus au niveau médical et peut-être au niveau médicamenteux pour s'aider? C'est un sujet qui est des fois un petit peu tabou. On le voit que les gens ont peur des fois de consulter. Des gens vont avoir peur de prendre la médication parce que des fois, ça peut être considéré comme une admission de faiblesse ou autre, alors qu'au contraire, un choc post-traumatique, veut pas, dans un état de crise, c'est un choc énorme. Là. Donc, c'est vraiment un choc physiologique. Donc, à votre avis, quand est-ce qu'on doit sensibiliser une personne à considérer de la médication ou au moins de la consultation? Je pense que mon prédécesseur a dit beaucoup de choses que j'appuie absolument à 1000%. Et la question se retrouve dans la même veine. En fait, il y a quelque chose de formidable qui est fait dans ce pays, en tout cas dans la province du Québec, c'est que les services sociaux sont accolés aux services de santé. Ça veut dire que le travailleur social est formé et peut vous référer auprès du médecin s'il sent qu'il y a un problème des médicaments. Et le médecin qui vous reçoit est formé pour savoir que dans cette situation, il y a besoin de médicaments ou pas. Donc là, n'est pas tellement une question cruciale à partir du moment où vous avez ouvert la porte de la consultation. Et j'ai envie de dire, peu importe l'ouverture que vous avez prise, que ça passe par un médecin de famille, directement par un psychiatre ou par le travailleur social, vous êtes dans la bonne bulle et les choses vont se passer correctement. Et ces personnes sont formées pour savoir est-ce qu'il vous faut des médicaments ou pas. Mais dans votre question, vous soulevez quelque chose d'important. C'est beaucoup de gens vont se dire allez consulter, c'est un aveu de faiblesse. Aller consulter, c'est pas dans mes habitudes. Ou alors les gens vont aussi trouver 1000 prétextes pour ne pas le faire. Et dans les communautés migrantes qui, en général, sans trop généraliser non plus, ont un niveau de revenus pas très élevé, quand il faut choisir entre le pain des enfants et les nouvelles lunettes, on commence à réfléchir 300 fois avant d'aller donner de l'argent en consultation. Ce que je veux dire, on va essayer d'être le plus constructif. Peut-être qu'on n'a pas abordé ça assez. En fait, dans l'histoire de la vie de couple, en fait, c'est l'histoire de la vie. Il y a une naissance, on va évoluer, on va grandir, et puis on va mourir. Le couple va mourir. Le couple va mourir, on l'espère le plus souvent possible que ça arrive avec le décès d'un des conjoints, mais il peut arriver que le couple meure plus tôt. Et donc, il y a un travail à faire en amont de formation et d'éducation. Quand on est marié, les gens ils croient que quand ils sont mariés, c'est fini, tous les problèmes sont résolus et la vie va suivre un long fleuve tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et les problèmes, il y en a.
Et les problèmes, on les gère d'autant mieux qu'on a été préparé, on sait déjà que ces problèmes existent et qu'on a été préparé à les affronter. Et comment est-ce qu'on se prépare à les affronter? C'est la société, c'est dans mon pays d'origine, dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle, il y a une association qui s'occupe des familles, qui fait vraiment la vie des familles. Les gens se retrouvent régulièrement, un peu comme dans les associations comme les alcooliques anonymes, et les gens parlent en couple de leurs problèmes de couple, sans tabou, sans phare. Et cet échange entre les différentes personnes, ça permet de se préparer, de comprendre et d'affronter certaines réalités, et souvent aussi de relativiser, les situations qui nous arrivent, parce que quand on vit quelque chose de violent ou de choquant et qu'on est tout seul à vivre ça, le fait de discuter avec les autres normalise nos réactions par rapport à ces réactions-là et nous inscrit dans une trajectoire qui est humaine, qui est acceptable. Alors, je sais que Florent va se fâcher, je commence à parler longtemps, mais je vais, si vous permettez, et c'est pour rester positif et aussi donner des repères. Je vais encore citer une étude, et ça a été mené au Québec, où on expliquait quels sont les facteurs qui peuvent rendre un divorce difficile, plus difficile que l'autre. Je vais les citer vers la fin, et c'est important d'avoir ça à l'esprit. La première chose qu'on a trouvée dans cette étude, c'est un article publié par Michel Alain et Yvan Lucier en 1988 dans la santé mentale au Québec. Donc, ils disent le premier facteur, c'est l'argent. Plus les gens ont une situation financière acceptable, plus le divorce se passe plus tranquillement, on va dire. Plus la situation est meilleure. Deuxième facteur qui rend le divorce compliqué, c'est la présence des enfants. Un couple sans enfants qui divorce plus facilement qu'un couple avec des enfants. Et si on a des enfants, un autre facteur qui rend les divorces difficiles, c'est l'âge du cadet, l'âge du benjamin. Plus le cadet est jeune, plus le divorce est difficile. Alors, un autre facteur qu'ils ont identifié, c'est l'âge des personnes en couple. Plus ils sont âgés, plus le divorce est difficile. Plus ils sont jeunes, mieux ça se passe. Et à ça, on va ajouter la durée de vie de couple. Et Thierry avait abordé ça. Les couples qui sont restés longtemps ont plus du mal à supporter le divorce que les couples qui sont restés 2 ans, 3 ans. Voilà, j'ai fait un peu quand vous avez un problème de couple, vous avez ça à l'esprit, vous avez ces facteurs-là, vous pouvez plus ou moins inférer sur le fait que tel couple, le divorce va être plus difficile, alors que tel autre, ça pourrait être plus facile. Quand on a ça à l'esprit, on se prépare mieux. Et quand on arrive chez les juges, c'est parce qu'en fait, on n'a pas été capable de résoudre le problème. Parce que normalement, les personnes matures sur le plan émotionnel, même quand elles décident de se séparer, sont capables de s'asseoir et de s'entendre et de se dire, voici comment les choses vont se passer et voici comment on va vivre après notre divorce. C'est parce qu'on n'arrive pas à trouver une solution entre nous ou avec l'aide de la famille qu'on est parfois obligé de demander au juge de prendre une décision qui va s'imposer à nous. Normalement, on devrait arriver à gérer ces problèmes à notre niveau sans avoir à les judiciariser. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps, Florent. Non, ça va. L'essentiel est que les téléspectateurs puissent être satisfaits. Et puis, j'aimerais donc remercier tous nos téléspectateurs qui nous suivent jusqu'à présent malgré le temps. Là, il est 15h35, on a encore 2 minutes pour terminer. Alors, avant de faire le tour de table de fin et les mots de fin, j'aimerais rapidement, comme ça, demander à l'avocat qui est là, Maître Benga. C'est vrai, à quel moment est-ce qu'il faut vraiment commencer à penser l'avenir juridique? À quel moment est-ce qu'il faut... quelles sont les conséquences juridiques dans ce genre de situation? Est-ce que nous, ça c'est une question personnelle, est-ce qu'un voisin qui pense que quelque chose se prépare ou alors une situation assez tragique se prépare dans une maison voisine,
est-ce qu'il a le droit d'appeler la police? Et est-ce que si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il court des dangers? Donc, ma question a deux volets. OK. On va commencer par la fin. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle non-assistance d'une personne en danger. Donc, on n'a pas besoin d'une autorisation pour appeler la police si on pense qu'il y a une situation critique qui pourrait possiblement porter atteinte à l'intégrité physique du voisin. Oui, il faut absolument appeler la police. Il faut absolument appeler le 911, c'est sûr et certain. Mais ta première question était de savoir à quel moment est-ce qu'il faut penser au volet juridique. Oui, quels sont les avis juridiques? Il faut penser au volet juridique, je dirais, avant même le mariage, avant même de se mettre en couple. C'est là qu'il faut penser au volet juridique. Qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait, il faut penser au volet juridique. On recommande beaucoup aux personnes qui ne veulent pas se marier, mais qui veulent vivre ensemble et peut-être bâtir un patrimoine commun, de consulter un avocat ou un notaire pour concevoir ce qu'on appelle un contrat de vie commune. Parce qu'on l'a dit, les finances sont au cœur de plusieurs séparations et plusieurs divorces. Alors, si on n'a pas l'intention de se marier, il faut au préalable penser à un contrat de vie commune. Si jamais on se sépare, comment est-ce qu'on va gérer notre rupture? Comment est-ce qu'on va gérer le partage de nos biens? Et pour ce qui est du mariage, je vous dirais que les gens qui se marient par devant notaire, il y a un volet juridique où le Code civil demande au notaire de lire les droits des conjoints en cas de séparation. Parce qu'il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais malheureusement, les gens sont amoureux. Le notaire a beau lire tous les articles de loi qu'il veut, les gens n'écoutent pas. Donc, ils sont préalablement informés, ils n'écoutent pas très souvent. Et malheureusement, quand le divorce arrive, principalement pour les communautés noires, les hommes on sait qu'habituellement, c'est l'homme qui va chercher l'argent de la popote, qui ramène l'argent à la maison, c'est lui qui achète la maison et tout. Il a du mal à comprendre qu'il va devoir partager ses avoirs avec la femme parce qu'au départ, il n'a pas compris qu'en cas de séparation, il y a une partie du patrimoine qui malheureusement ou heureusement se partage 50-50. Donc, c'est important que les gens soient informés des conséquences du mariage. Le mariage, en cas de séparation, a des enjeux quant au partage du patrimoine et les gens doivent en être sensibilisés et informés avant pour éviter malheureusement ce qui est arrivé dernièrement, où quelqu'un va vouloir tuer sa femme ou se tuer lui-même parce que il y a un tribunal qui a décidé que peut-être la maison que lui, il a achetée va revenir à la femme. Donc, il y a ces choses-là que les gens, malheureusement, oublient de vérifier avant de se mettre ensemble. Ça peut tuer l'amour, Madame Maître Suzy? Comment? Ça peut tuer l'amour si on commence à mettre beaucoup les... Comme je l'ai dit, qui veut la paix prépare la guerre. Il faut en être sensibilisé, c'est très important. Et Mive, ma dernière question pour vous, vu qu'on est déjà au bout du temps, est-ce que vous croyez que le fait d'immigrer, ça augmente ces risques d'infanticide, d'homicide et tout? Non, ça n'augmente pas le risque d'infanticide, mais le fait d'immigrer nous fait mettre face à une situation qu'on a certainement ignorée en étant au pays, parce que nous sommes dans une société nouvelle et une société étrangère qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs que nous avions au pays. C'est aussi le fait que nous sommes face à nous-mêmes. Parce que quand nous sommes au pays, nous sommes entourés de la famille, nous sommes entourés des amis et ça nous voile un peu de certaines réalités auxquelles nous n'avons pas fait face. Donc le fait d'immigrer nous met à nu face à nous-mêmes. Donc le couple passe beaucoup de temps ensemble et le couple se découvre en bout de ligne. Parce qu'en étant au pays, on ne se découvre pas totalement. J'ai connu des couples qui sont arrivés ici, qui ont
qui ont eu un palmarès de 15 ans, 20 ans de vie, de mariage, mais en réalité qui n'ont presque pas vécu ensemble. C'est pour ça que je parle d'un problème de cohabitation. Et quand ils arrivent dans une société comme le Canada ou bien l'Occident, ils commencent à se découvrir en fait, parce que ils ont passé le temps, l'homme voyageait ou la femme voyageait, ils se voyaient très peu de temps, ils avaient le temps de faire des enfants, mais ils n'avaient pas le temps de se connaître en profondeur. Ou alors ils étaient entourés des membres de la famille, des amis, etc. Quand ils arrivent en Occident, ils passent beaucoup de temps ensemble et là, ils se découvrent avec certains défauts et ils commencent à faire face à toutes ces réalités-là qui dégénèrent par la suite. Donc, ce n'est pas une raison de passer à l'infanticide, mais la société aussi qui nous accueille, il faut l'avouer, a ces réalités. Parce que chez nous, si vous êtes conscient, vous êtes vrai, vous allez le voir. Il y a rarement des cas d'infanticide après un divorce ou après une séparation. Ça, c'est aussi des situations auxquelles on fait face dans une société d'accueil où on commence à adopter certaines façons de faire qui ne font pas partie de notre culture. Parce que dans notre culture, les enfants sont encadrés différemment. Quand ce n'est pas le noyau, quand ce n'est pas la structure nucléaire du père et de la mère, c'est la famille élargie qui considère les enfants comme étant leur propre héritage. Donc, je vais pas entrer dans les détails, mais je ne pense pas que c'est une raison d'infanticide, mais je pense que on arrive à adopter certaines manières dans la société d'accueil qui ne font pas partie de notre culture. Et aussi parce que il y a des conditionnements environnementaux qui font en sorte que on soit porté vers l'infanticide après une séparation. Lorsque, par exemple, le juge va trancher en faveur d'un parent, lorsque le juge, j'étais tentée de lire le commentaire, désolé, lorsque le juge va trancher en faveur d'un parent pour donner les enfants soit à l'homme, soit à la femme, alors l'un des parents va se sentir lésé et puis il va passer à l'acte pour tuer les enfants, ce qui est très, très grave. Alors que chaque parent devrait considérer que les enfants appartiennent au couple. Et les enfants n'appartiennent pas à un seul individu, pas seulement à la femme, pas seulement à l'homme, mais les enfants appartiennent à tous. Et c'est pourquoi je dis, c'est un problème, ce problème de cohabitation nécessite une remise en question profonde de nos valeurs. Et les hommes aussi, en grande partie dans notre société africaine, dans la grande société afro, en grande partie les hommes considèrent que c'est eux c'est eux qui ont le monopole le monopole de l'héritage des enfants. En théorie, mais dans la pratique, ils vont laisser ce travail-là à la femme. Mais si le couple, dans sa vie, conçoit que c'est une affaire des deux parents, même si le juge tranche en faveur d'un parent, l'autre partie doit comprendre que les enfants restent ses enfants et on n'arrivera pas à ce genre de geste fatal qui va bouleverser toute une société, toute une communauté. Je voudrais ici revenir aussi sur l'apport de la communauté, l'apport des amis, l'apport de la famille. Vous allez voir des couples qui vivaient bien leur vie. Dès qu'un membre de la famille surgit, le comportement de l'homme change ou bien le comportement de la femme change. Je voudrais ici interpeller aussi nos églises, parce que vous savez, très souvent on passe beaucoup de temps aussi dans nos églises, nos pasteurs, les enseignements qu'on reçoit, ça a une influence notable sur la vie des couples. Alors, je pense qu'il faudra songer à une autre émission où on interpelle la communauté dans ce sens. Quand je parle de la communauté, je parle de l'entourage des amis, je parle de l'entourage des églises, je parle de l'entourage de nos associations. Quel est notre apport dans la réussite d'un couple? Quel est notre rôle dans la réussite d'un couple? Tous ces éléments-là sont à prendre en considération dans cette société d'accueil qui vit au quotidien des séparations et des divorces, alors que nous sommes appelés à nous entraider
pour songer à ces enfants que nous accouchons ici, que nous élevons ici, que nous abandonnons en bout de ligne sur une terre étrangère où les enfants n'ont pas de repère. C'est très important que nous puissions y penser. Voilà ce que je peux dire de ce point de vue. Merci beaucoup. Guillaume? Oui, alors je voulais profiter de... on continuerait évidemment longuement et ce serait bien intéressant de faire une suite à l'émission, ça c'est certain. Malheureusement, la contrainte du temps nous amène à devoir conclure et donc je voulais profiter de l'occasion d'abord pour remercier l'ensemble des panélistes qui sont venus nous rencontrer aujourd'hui. Donc encore une fois, M. Magloire qui est psychiatre consultant, Mme Suzy Bergat qui est avocate en droit de la famille, M. Thierry, travailleur social et Mévive Lagrande-Royale, bien sûr, journaliste et artiste. On espère peut-être pour une prochaine fois avoir la présence de M. Stéphane Chouapi, qui est entrepreneur et qui devait être parmi nous aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. C'est un sujet complexe, c'est un sujet important qui est la gestion des crises et du stress après une séparation, particulièrement dans le cadre des communautés culturelles au Canada. Je vous remercie infiniment pour vos réponses et je vous donne le mot de la fin. Je crois que certaines personnes, justement, des panélistes voulaient répondre rapidement peut-être à certaines choses qui ont été dites précédemment. Je vous permets de le faire, mais si vous l'intégrez justement dans votre conclusion finale, je laisse une minute idéalement à chaque panéliste pour pouvoir clore. Donc, je sais que c'est difficile. Je vous fais confiance d'en être capable. Je commence à ce moment-là avec M. Thierry Kiniga qui voulait justement en profiter en terminant pour, je pense, aussi mentionner quelques ressources importantes et peut-être aussi glisser un petit mot. Donc, je vous permets de faire la conclusion en premier et ensuite pour les autres panélistes. Parfait, merci Guillaume. Effectivement, on a reçu une question d'un panéliste qui voulait avoir des idées de ressources spécifiques par rapport à sa situation particulière. Donc, vous pouvez toujours venir me consulter www.travailleursocial.net. Sinon, vous avez des organismes communautaires spécifiques aux hommes qui vivent des difficultés particulières en lien avec la question. On a l'organisme Partage au masculin. On a l'organisme Autonomie, juste à taper sur Google et vous allez pouvoir avoir accès directement à la ressource et faire les démarches nécessaires. Si je dois conclure de mon côté, première des choses, la séparation, elle se prépare ou alors elle devrait se préparer. Et en la préparant, ça veut dire qu'on la voit venir. Si on ne l'a pas vu venir, ça veut dire qu'on ne s'est pas préparé. Elle va être vécue beaucoup plus difficilement. La durée de la vie, en fait, le nombre d'années qu'on a passé ensemble va avoir une incidence sur comment la séparation va être vécue également. Portez attention à cet élément-là qui semble banal, mais portez attention à cette alarme-là, à ces alarmes-là qui sonnent souvent à l'intérieur de vous. Essayez de les écouter. 4 éléments sur lesquels il faudrait porter attention. Communication, tendresse, sexualité, projet commun. S'il y a des difficultés avec un de ces éléments-là, allez consulter. N'attendez pas que les 4 ou 2 soient défectueux pour aller. S'il y a un seul qui est défectueux, allez consulter. Ne vous dites pas que je suis trop fort, je vais être capable de gérer ça par moi-même de toute façon dans ma culture. Bon, c'est moi l'homme ou bien c'est moi la femme, ainsi de suite. Allez consulter. Même nous, professionnels qui vous parlons, on va consulter quand on a besoin aussi. Alors, une chose, portez attention à votre alarme. Deuxième des choses, allez consulter. Merci. Merci beaucoup, M. Kiniga. C'est effectivement fort pertinent et j'espère que tout le monde a pris de bonnes notes. Je passerai le mot final pour Mme Mévive Lagrande-Royale et ensuite Mme Suzy et M. Magloire. Donc, Mme Mévive, je vous laisse votre mot de la fin. Merci pour l'invitation, merci pour le sujet. Merci à nos téléspectateurs. Un seul message, c'est qu'entraidons-nous, favorisons justement l'unification des couples dans cette société qui nous accueille, surtout pour le bien de nos enfants. Essayons de nous dépasser. Dans la vie, il y a des problèmes partout. À mon avis, nous pouvons résoudre ces problèmes sans passer par la séparation ou le divorce. Même si la séparation est faite, même si le divorce est consommé,
nous pouvons humblement nous remettre en question et trouver un moyen de rebâtir le foyer pour notre bien et pour le bien de nos enfants. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci encore, Madame Lagrande, Royal. Je passe donc la parole à Madame Suzy Bergat, avocate en droit de la famille, pour son mot de la fin. D'accord, merci. Alors, quelqu'un de plus intelligent que moi a dit une fois qu'on se sépare comme on s'est aimé. Ça veut dire que si on s'est aimé passionnément, violemment, il y a de fortes chances que la séparation se fasse aussi passionnément. Alors, les gens qui viennent chez moi, forcément, c'est parce que c'est peut-être certains d'entre eux, ils ont eu à consulter et la consultation n'a pas été à accoucher d'une souris. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent devant un avocat. Les gens doivent apprendre à faire leur deuil, se donner le temps de guérir. Et pour les couples où il y a des enfants, c'est également important de prioriser l'intérêt de l'enfant. Les parents ont tendance à oublier que même en cas de séparation, même si un des parents a la garde exclusive, ça n'enlève pas à l'autre parent ses droits parce que il y a ce qu'on appelle les attributs de l'autorité parentale. Il y a la garde, il y a l'éducation, il y a les soins. Ça veut dire que les décisions sont prises de commun accord, peu importe, même si les enfants ne dorment pas chez vous. Et pour terminer, je voulais également ajouter à l'attention de ma copanéliste, la Grande Royale, que les infanticides, il y en a partout. C'est pas seulement en Occident, c'est pas parce que la communauté immigrante copie ce qui se passe en Occident. Malheureusement, même dans nos pays, ça ne fait pas longtemps encore, au Cameroun, il y a un monsieur qui a tué à la machette soit 4 ou 5 de ses enfants à la suite d'une séparation. Donc c'est une détresse qui peut étreindre n'importe quel partenaire à la suite d'une séparation. Et c'est pour ça qu'on recommande vivement que les gens arrêtent de croire qu'ils sont capables de s'en sortir d'eux-mêmes. À un moment, quand ça ne va pas, il faut qu'ils aillent chercher des ressources externes, qu'ils aillent consulter pour éviter ce genre de drame-là. Merci. Merci beaucoup, Mme Bergat. C'est effectivement très pertinent de se rendre compte que ça touche tout le monde partout et donc que c'est d'autant plus raison d'être vigilant et de rester attentif et justement proches les uns des autres. Alors, on peut boucler la boucle avec qui on a commencé. Monsieur Magloire, je vous laisserai à ce moment-là votre mot de la fin et ensuite, bien sûr, je finirai en remerciant Florent. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Ce qui est bien quand on prend le mot de la fin à la fin de tout le monde, c'est que tout a déjà été dit. Donc, on n'a pas grand-chose, on n'a plus grand-chose à faire. Sinon, dire merci et bravo pour cette initiative. Je vais répéter un peu rapidement 2 ou 3 choses. Le couple, ça s'entretient. C'est une éducation permanente. C'est pas quelque chose d'évident qui va aller de soi toute la vie. Il faut apprendre à l'entretenir. Et les difficultés qu'on a sont les mêmes, quelles que soient les races, les origines, si tant est que ces mots ont un certain sens, quelles que soient nos conditions, même si c'est vrai dans certaines situations particulières, on a un certain poids qui va exacerber les conséquences de ce divorce-là. Je voudrais rappeler aussi que nous traversons une période particulière, c'est la COVID-19. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. On a pris des mesures qui ont impacté notre vie. Le fait de travailler à la maison, le fait de ne plus sortir, le fait d'avoir été confiné à certains moments. Tout ça a eu un impact énorme sur notre psychisme. Et sur ça, lorsqu'il y a des conflits qui s'ajoutent, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est ça qui explique un peu les situations, en partie probablement, les situations que nous observons. Mais mon point ici, c'est d'insister sur le fait qu'il s'agit bien souvent de problèmes de santé mentale qui n'ont pas été vus à temps, qui n'ont pas été pris en charge et qui, à un moment, se révèlent de manière explosive. Alors que quand on regarde bien, quand on voit l'histoire de vie de
de ces personnes-là, on va voir que probablement qu'à un moment ou un autre, il y a des signaux d'alarme, pour reprendre le terme de Thierry, qui se sont allumés et que personne n'a vu. Donc faisons attention à nous, un peu de maturité émotionnelle, ne pas hésiter à consulter quand ça ne va pas, et c'est avec tout ça qu'on va arriver à gérer ces problèmes. Bonjour. Merci beaucoup, M. Mambi. C'est effectivement très pertinent de se rappeler ces éléments-là. Et je vous remercie encore une fois à tous les panélistes d'être venus aujourd'hui et d'avoir répondu à l'appel. J'aimerais également en profiter pour remercier bien sûr tous les téléspectateurs et téléspectatrices à la maison qui sont en direct ou qui vont écouter peut-être l'émission par la suite. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre écoute, de votre intérêt. N'hésitez pas à continuer de vous informer sur ces sujets-là, allez les rechercher et en parler à votre entourage. C'est important de justement diffuser les contenus de ces émissions-là, plus qu'ils vous sont pertinents. Et sur cette note finale, bien, je remets la parole à notre cher Florent Lial, qui est bien sûr le maître d'orchestre. Et donc, je te cède justement la parole pour la finale de l'émission. Une finale qui va être très courte. J'aimerais tout simplement remercier d'abord tous les téléspectateurs qui nous écoutent à chaque fois et qui nous permettent comme ça de continuer notre chemin. Et je vous invite tous à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. J'aimerais remercier surtout particulièrement nos panélistes qui, malgré leur emploi du temps, quand même ont accepté et on a quand même brûlé quelques minutes de plus. Merci beaucoup à Thierry. Merci pour le temps. Merci à toi aussi, bien sûr, Magloire. J'aimerais remercier Maître Benga Suzy qui est toujours là lorsqu'on l'appelle. Et je veux aussi dire merci à notre homologue, bien sûr, la journaliste MIF, la Grande Royale. Je vous invite à aller découvrir aussi la page de MIF, la Grande Royale, et toutes les belles couvertures sur la communauté qu'elle fait. Et voilà, après ça, j'aimerais aussi dire bonsoir à notre chère co-animatrice qui n'est pas là aujourd'hui, Dara, qui nous rejoindra très très bientôt, sûrement, je pense. Et pour terminer, j'aimerais juste dire une dernière chose. Un couple, c'est sacré et l'amour, c'est sacré. Quand l'amour disparaît, il faut communiquer et il faut toujours entretenir la tendresse, la sexualité et les projets communs, comme disait tout à l'heure Thierry. Et si ça ne va pas, appelez le 811, faites l'option 2. C'est sur ces mots que je vous dis bonne soirée et j'espère que vous allez passer une bonne fin de soirée, bien sûr. On se revoit très bientôt sur Diaspora Interaction avec d'autres émissions. Et pour cette émission, on se retrouve dans 2 semaines avec un sujet encore plus brûlant. Vous allez pouvoir l'apprendre dans quelques jours. Sur ce, bonne soirée et à plus tard. Bye bye.